Bonjour William, j'espère que vous allez bien. Bonjour Charlène, ça fait plaisir de vous voir. On va replacer les choses dans son contexte. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview avec William Alexandre sur son livre Perdre son job, encaisser et rebondir. Donc William, dans votre livre, vous parlez des risques associés à l'entreprise et à la perte d'emploi. Pourquoi pensez-vous que c'est essentiel de garder cela en tête aujourd'hui? Ah ça c'est simple, c'est juste la réalité des choses. Déjà pourquoi est-ce qu'on travaille? On travaille parce qu'on a des dépenses auxquelles on doit faire face, hein, on a des crédits, des factures, etc. Auxquelles bon, faut qu'à la fin du mois on ait un revenu. Ces dépenses, on est dans un contexte où elles n'arrêtent pas d'augmenter parce qu'il y a de l'inflation. Donc ça c'est malheureusement c'est une réalité. Donc on est de plus en plus exposé à un risque où, d'une part, si on perd notre emploi, on va avoir des dépenses de plus en plus importantes auxquelles on ne pourra plus faire face. Ça, c'est la première chose. Il faut savoir aussi qu'on est dans un contexte où il y a une dette qui est absolument incroyable et qui ne s'arrête pas. Donc, plus il y a de dettes, plus il y a d'inflation. C'est un phénomène mécanique, donc ça ne va pas s'arrêter. Donc, plus vous créez de dettes, plus il y a d'inflation, donc moins les gens ont de moyens. Le problème, quand vous faites ça, c'est que la contrepartie, les gens consomment moins, ils font moins de crédit parce que d'une part, vous avez moins à dépenser chaque mois. Donc les entreprises vont avoir de moins en moins de chiffre d'affaires, de moins en moins de clients, donc elles vont avoir besoin de moins en moins produire, de moins en moins vendre, de moins en moins administrer. Donc, et puis des fois, elles mettent carrément la clé sous la porte. On a quand même un nombre de faillites qui atteint absolument des records, et pas seulement en France, hein, c'est dans le monde entier, hein, c'est vraiment partout. Mm. Donc, quand les entreprises ont plus de clients ou des clients insolvables, ça ne marche plus. Beaucoup d'entreprises vivent grâce à des clients qui leur achètent des produits avec de la dette. Donc, par exemple, les concessionnaires automobiles, la plupart des voitures sont vendues à crédit. Les gros constructeurs automobiles font pas d'argent avec l'activité automobile. C'est leur activité financière de crédit qui leur permet de vivre et de faire du chiffre. 90% des gens qui circulent en Porsche, c'est une Porsche achetée à crédit. Hein. Faut pas se leurrer. Les logements, même chose pour le logement, y compris pour les études. Combien de personnes font des crédits pour les études? Donc, quand vous avez des ménages qui ont de moins en moins d'argent pour consommer, mais en plus, comme ils ont de moins en moins d'argent, sont de moins en moins capables de faire des crédits, toutes les entreprises et toutes les personnes qui vivent grâce au crédit contracté par le voisin vont se retrouver dans une situation vraiment périlleuse. Donc, il y a plein de secteurs qui sont vraiment à risque. En plus, vous avez une épargne. Alors, si vous vous retrouvez au chômage, ok, vous avez une petite épargne de côté, un petit matelas. Le problème, c'est que votre matelas, ce qui est en épargne disponible en cash, il y a l'inflation qui s'en occupe régulièrement. Ce qui est mis dans les fonds de pension, les banques, les compagnies d'assurance sont dans une situation extrêmement précaire, leurs bilans sont extrêmement fragiles. Faut savoir que la contrepartie de votre compte bancaire, il est investi dans des obligations avec beaucoup d'États, d'entreprises insolvables. Euh, en plus, c'est un marché qui est volatile. Les actions, on n'en parle pas. Hein, c'est les montagnes russes et c'est même tendance un petit peu à être sur la descente. L'immobilier, bon, on sait tous qu'il y a une bulle. Hein, c'est pas un scoop et le jour où ça va péter, ça va faire très très mal. Tout un tas d'actifs complètement usines à gaz qui, à la main des tracelles, vont partir en fumée, genre les ETF, ce qu'on appelle les CDO, toutes ces choses-là qu'on a déjà pour la crise des subprimes. Donc, ces sociétés-là sont vraiment en grande difficulté. Donc, un jour ou l'autre, elles risquent d'être coincées et puis de saisir vos comptes. Elles en ont le droit. Vous avez des lois, par exemple en France, les lois Sapin, qui autorisent justement, si une banque est en faillite, elle a le droit de taper dans votre compte pour se renflouer. C'est tout à fait légal, hein, c'est ce qu'on a. Voilà. Et ce que vous allez vous retrouver, c'est que vous n'avez plus votre compte bancaire, mais vous allez vous retrouver avec des actions d'une banque en faillite. Quoi. Alors, ça va vous faire une belle jambe, ce truc-là. Mais ça peut arriver. C'est dans le code monétaire. Hein, je ne l'invente pas. Je l'ai même sur mon bureau d'ailleurs. Voilà, c'est dedans. Donc, on est dans un système économique qui est extrêmement vulnérable. C'est pas une crise économique comme on avait par le passé. Je veux dire, c'est pas un petit ajustement
voilà, on a 2-3 ans. Voilà. Là, on est quand même dans un changement radical du système financier et économique. Hein, c'est un système qui a à peu près 3-4 siècles et qui arrive complètement à bout de souffle. Mais on a aussi un changement de société. Tout le monde s'en rend compte. Tout le monde s'en rend compte qu'il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Même si on ne peut pas forcément mettre des mots, si on ne peut pas forcément expliquer les choses, tout le monde sent qu'il y a quelque chose de pas normal qui est en train de se passer et qui prend une ampleur absolument phénoménale. Les gens ont peur, ils ne consomment pas. Il n'y a pas qu'en France. J'habite en Chine, c'est exactement la même chose. Hein. Aux États-Unis, c'est la même chose. En Grande-Bretagne, pareil. Donc, c'est pas uniquement en France que ça se passe. Donc, le chômage, c'est effectivement quelque chose qui a de plus en plus de chances de se produire, qui risque de faire de plus en plus mal. Et puis, ce qui va se passer, c'est que si vous vous retrouvez au chômage, alors ce que c'est, je me suis retrouvé 2 fois déjà, hein, donc je sais de quoi je parle. Hein, je n'écris pas sur un sujet qui m'est étranger. Vous allez vous retrouver. Alors, imaginez que vous êtes, je ne sais pas moi, vous êtes juriste dans une société. Vous allez vous retrouver par exemple au chômage, mais il va y avoir tellement de juristes d'autres sociétés qui vont se retrouver au chômage au même moment que vous. Il va y avoir une compétition de dingue. Et là, et les postes vont être de plus en plus rares. Donc c'est un peu des chaises musicales. Et là, ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il faut vraiment se préparer. C'est-à-dire c'est un risque. C'est pas bon, on verra bien, on va voir ce qui se passe, etc. Non, c'est comme tout, il faut se préparer. Et on est on est dans un monde où vous allez avoir ceux qui vont être capables de se préparer et de faire face rapidement au chômage, ok, c'est-à-dire pour eux, ça va pas durer longtemps. Ils vont vite s'en sortir, ils vont vite rebondir. Et il y a ceux qui vont s'enliser dedans parce qu'ils ne savent pas comment faire, ils ne savent même pas comment se vendre. Ils n'ont rien à vendre parce qu'il faut reconnaître, on est quand même, il y a beaucoup de gens qui, dans les entreprises, qui ne produisent rien, surtout dans les grandes entreprises, hein, qui ne produisent rien. Ils font des réunions, des rapports, ça ne rapporte aucune valeur. Hein. Ça, faut garder ça en tête. Des tas de consultants, etc. Bon, une fois que les entreprises, une fois qu'elles sont en mode survie, si on produit, on essaye de vendre. On ne va pas être là pour faire des rapports ou des choses comme ça. On essaie de sauver les meubles autant qu'on peut. Donc, c'est une réalité. Faut pas l'ignorer. Si on peut s'y préparer, justement, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Et effectivement, comme vous dites, il faut garder ça en tête. Il faut garder en tête que c'est un risque qui peut arriver. Il faut s'y préparer. Et si on s'y prépare bien, c'est même l'occasion de développer des compétences nouvelles qui vont vous aider à décrocher un job encore meilleur que celui que vous avez perdu. Et ça marche parce que ça m'est arrivé. Okay, et je connais un certain nombre de personnes autour de moi qui ont également connu la même situation, hein, qui ont perdu un job. C'est l'enfer, etc. Et puis finalement, si on arrive à gérer les choses comme il faut, on arrive à retrouver quelque chose encore mieux que ce qu'on a perdu. Donc ça, en même temps, c'est très utile parce que vous allez être de plus en plus compétitif sur le marché de l'emploi. Mais en plus, l'inflation, vous allez avoir un job qui va vous plus intéressant, qui va vous payer mieux, etc. Donc, vous arriverez à faire face à l'inflation parce que votre salaire progressera et l'inflation aussi. Donc, vous allez arriver à conserver du pouvoir d'achat. Si vous essayez de récupérer un job équivalent à ce que vous avez perdu, vous allez laisser des plumes parce que l'inflation va progresser, puis pas vous. Donc voilà, c'est effectivement. Donc vraiment, faut bien garder ça en tête. C'est un risque, c'est une réalité, il faut faire avec. Et selon vous, comment on peut rester vigilant et anticiper les risques de perdre son job? Alors la première chose, c'est ce que je vous ai dit, Et déjà en c'est poste. ouais, on reste dans la réalité déjà. Ok, il faut faut ouvrir les yeux sur la réalité du monde, ok, pas forcément tel qu'on se l'imagine, on en rêve, ou tel que certains médias ou politiciens vous le présentent. Faut rester dans la réalité des choses, ok. Ça, c'est la première chose. Il n'y a aucun politicien qui va arriver à résoudre la situation. La dette est telle que même celui qui a la meilleure volonté du monde n'y arrivera pas. Il n'y en a pas beaucoup qui ont de la volonté. Hein. Donc, ils sont plutôt à essayer de sauver leur place eux-mêmes plutôt qu'à s'occuper de vous. Donc, il faut compter que sur vous-même. Donc, le chômage, on est dans un changement radical de société et de système économique. C'est comme ça. Personne ne peut le changer, ce truc-là. Il faut s'adapter, il faut faire avec. Donc, ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, il faut rester aussi lucide sur le monde de l'entreprise. Alors, il y a
beaucoup de communication. Tout ça, c'est du bullshit. Hein. Ça va s'arrêter, la communication. Quand il faut retourner sur des choses essentielles, la communication, c'est pas essentiel. Donc, vous allez dans les entreprises, tout ce qui est, on va dire, oui, on est une grande famille, une grande équipe, on est solidaire, tous ces trucs-là. C'est, quand l'entreprise va bien, qu'elle progresse, etc. Effectivement, c'est le cas. Tout se passe bien, c'est sympa, on va au boulot, les collègues et tout, ça se passe bien, on s'entend bien, c'est génial, on est payé à la fin du mois. Mais quand l'entreprise va mal, votre collègue avec qui vous allez prendre un verre, là, et qui est super sympa, etc., quand il n'y aura plus qu'une place pour vous deux, qu'est-ce qui va se passer? Vous croyez qu'il va vous dire, oh, bah, je t'en prie, vas-y, hein, bah, toi d'abord, etc. Non, il va avoir sa famille, il va avoir ses intérêts, etc. Donc, bah, tant pis pour vous. Et puis, voilà. Et puis, votre patron, bah, lui, qu'est-ce qu'il va faire? S'il veut protéger son bonus ou même sa place, etc., bah, il faut que j'ai une nouvelle voiture, machin. Hein. Il faut que je me débarrasse de. Alors, ce sera lui. Et puis voilà, il va mettre votre nom sur une liste. Et puis comme ça, il va. Alors après, ils vont raconter des histoires que c'est pas lui, machin, etc. Mais non, c'est lui qui met votre nom sur la liste. Hein. Faut pas se leurrer. Donc, l'entreprise, il faut vraiment rester très lucide sur ce que c'est qu'une entreprise, sur l'environnement économique. Il faut rester les pieds sur terre. Et ça, c'est la première des choses. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Déjà, c'est de bien faire son boulot. Okay, donc, peu importe ce que vous faites, faut être bon. Donc, il faut comprendre le pourquoi du comment, vraiment être bon dans son boulot. C'est la première des choses. Qu'on ne puisse pas vous le reprocher. Et si vous devez aller chercher ailleurs, ok, au moins vous faites bien votre boulot. Deuxième chose qui est importante, c'est aider, c'est créer de la valeur. Créer de la valeur pour votre entreprise, ok. Donc, tous les problèmes que vous pouvez résoudre, les économies que vous pouvez faire, etc., allez-y. Apporter, créer de la valeur pour vos clients. Si vous avez des clients, hein, si vous êtes face à face avec des clients au quotidien, faites bien votre boulot, essayez de les comprendre, y compris essayez de comprendre leur intérêt personnel et pas uniquement ce qu'ils vous racontent en face à face. Essayez de sentir les choses, apporter de la valeur, accompagner-les. Si vos clients, vous les aidez, vous leur apportez de la valeur, etc., ils iront voir votre patron, vous disent celui-là, j'en ai besoin, je le veux. Donc, vous avez plus de chances de rester. Aidez aussi votre patron. Alors, c'est pas toujours le cas. Des fois, c'est un peu tendu avec son patron, mais essayez quand même de comprendre au maximum quels sont ses problèmes, qu'est-ce qu'il attend. Il a besoin de résultats concrets. Aidez-le, essayez d'anticiper les problèmes qu'il peut rencontrer. Ça, c'est fondamental. Et puis vos collègues aussi, vous les voyez qui pataugent dans un problème. Est-ce que je peux t'aider? Est-ce qu'on peut, voilà. Même si vous ne savez pas trop, regardez ensemble, essayez de creuser un peu le sujet ensemble. C'est-à-dire, vous allez devenir utile à vos clients, à votre patron, à vos collègues. Vous allez devenir un petit peu indispensable, ok? Et pour être encore plus efficace, il faut que vous développez vos compétences dans différents domaines. Vous êtes une sorte de couteau suisse qui va devenir indispensable un petit peu à tout le monde. Donc ça va vous protéger. Vous allez résoudre, anticiper des problèmes, apporter de la valeur. Vous n'allez pas faire juste de la com, des rapports, des choses comme ça. Vous allez vraiment aider la boîte, peu importe votre domaine de compétences. Partout, il y a des problèmes à résoudre. Partout. Partout, il y a des choses qui peuvent être améliorées. Il n'y a aucune entreprise qui fonctionne parfaitement et on le sait tous. Okay, donc, il y a des choses que vous pouvez faire et si vous créez de la valeur, c'est bon, ça va vous aider à garder votre job. Et puis, si vous perdez votre job, vous pouvez être très bon. Puis, malgré tout, l'entreprise, elle met la clé sous la porte, ça arrive. Voilà. Au moins, quand vous allez voir un autre employeur, vous pouvez lui parler de ce que vous avez fait, de ce que vous savez faire. Et là, ça fera une différence. Parce que oui, effectivement, vous créez de la valeur ou beaucoup vont juste faire de la com. Voilà. Et le problème, c'est que en temps de crise, quand un chef d'entreprise ou un manager, un directeur, peu importe, un chef d'équipe, veut recruter quelqu'un dans son équipe, il a besoin de quelque chose de solide. Il veut du lourd. Il veut quelqu'un qui soit là, qui soit fiable, qui connaisse son boulot, etc. Il veut pas d'un mec qui fasse de la com. Ok. Voilà. Donc, rester les pieds dans la réalité, vraiment ancré dans la réalité du monde dans lequel on vit, dans l'entreprise. Chercher à aider, à apporter de la valeur aux clients, à son patron, à ses collègues.
c'est des choses vraiment fondamentales. Développer ses compétences pour devenir une sorte de couteau suisse, avoir plusieurs cordes à son arc, euh, ça, c'est essentiel. Vous mentionnez l'importance de la frugalité et de la diversification des sources de revenus. Comment cela a-t-il changé votre propre vie et celle des personnes que vous avez rencontrées? Alors ça c'est vraiment une grosse question, ça. Alors là, on est dans le domaine un peu de l'existentiel, mais c'est fondamental. Euh, alors déjà, la frugalité, juste sur le sens du mot, quand je parle de frugalité dans mes livres, je parle pas d'austérité, d'accord? Il s'agit pas de vivre de manière spartiate, comme un moine, à juste manger un bol de riz et boire un verre d'eau, ok? On se met d'accord là-dessus. La frugalité, c'est vivre simplement, ok, mais confortablement. C'est voilà, ça veut dire revenir à des choses essentielles. Par exemple, on parlait des dépenses, mais il y a des choses qui sont. On est dans un monde où la notion de valeur, je veux dire de valeur économique, il y a peu de gens qui sont familiers avec ça. On parle de prix, mais on ne parle pas de la valeur des choses. Euh, c'est cher, c'est pas cher, mais est-ce que ça le vaut? C'est ça justement. On parle du prix des tomates, mais on ne parle pas de la qualité des tomates. Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce que c'est bourré de pesticides ou... Non, ça on n'en parle pas. On parle du prix, du prix. Et l'important c'est de revenir à des choses fondamentales. Vous avez des personnes qui dépensent des sommes faramineuses pour acheter des trucs en plastique ou en qualité absolument lamentable parce qu'il y a une marque dessus et ça jette. Donc, le truc à 3 euros qui est vendu à 200 euros, et puis il y a une marge de dingue pour l'entreprise. Donc, c'est important, c'est déjà de revenir sur le mode de consommation à des choses simples, mais de bonne qualité. Que ce soit des vêtements, ok, bah, en quoi c'est fait, vous touchez, vous voyez les coutures, etc. C'est ouais, c'est de la bonne qualité, voilà. Voilà, à ce prix-là, ouais, ça vaut le coup. Votre alimentation, c'est exactement la même chose. Votre voiture, bah, c'est un bon rapport qualité-prix ou c'est pareil. Donc déjà, il y a des matériellement, déjà vous dépensez moins. Quand vous dépensez moins, vous êtes moins dépendant de vos revenus parce que vous avez besoin de moins d'argent pour, euh, pour votre train de vie. Vous dégagez plus d'épargne que vous pouvez placer pour éventuellement devenir indépendant financièrement ou avoir un bon matelas, ça c'est important. Et puis la frugalité, c'est aussi dans plein d'autres choses. C'est combien de fois vous entendez il faut avoir l'air professionnel? Non, il ne faut pas avoir l'air professionnel, il faut être professionnel. T'en fous d'avoir l'air professionnel. Vous, quand vous allez à votre banque ou quelque part, vous voulez quelqu'un qui, pas qui ait l'air professionnel, vous voulez quelqu'un qui, ok, ça c'est, voilà, j'ai travaillé pendant 3 ans, là mes économies, aidez-moi à les protéger, à faire fructifier, parce que j'ai besoin pour l'éducation de mes enfants, pour ma retraite, etc. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui est carrière professionnel, qui vous baratine, etc. Tout le monde en a ras-le-bol du baratin. Donc, il y a un moment, faut vraiment être pour, revenir au centre des choses. Donc, au lieu d'avoir l'air de prétendre, alors avec des marques, prétendre d'être professionnel, prétendre d'être sympa en acceptant tous les pots à dîner, etc., tous les trucs, etc., de devenir comment dire, le gentil du coin, le bini oui oui, etc., où finalement les gens vous consomment, vous apportent rien, mais ils profitent tous de vous. Il y a un moment, il faut revenir à l'essentiel. Donc, Mm. ça veut dire aussi ne pas gaspiller. Quand vous faites 1 heure supplémentaire par jour au boulot et que vous n'êtes pas payé, ça représente à peu près un mois de travail sur une année. Vous bossez un mois gratis pour votre employeur. Il faut être aussi conscient de ça. Vous avez C'est quand même un vrai. contrat de travail, vous faites des cadeaux, votre travail ne vaut rien, ça veut dire quoi? Donc, la frugalité, c'est on revient aux valeurs fondamentales, on revient à la réalité des choses, c'est-à-dire à la valeur des choses, à l'essentiel. On se débarrasse du superflu. On n'a pas besoin de paraître. Ok. On n'a pas besoin d'essayer d'avoir l'air de ce qu'on n'est pas. Et ça va avoir 2 avantages majeurs. Le premier, ça va vous libérer de l'argent. Ok. Vous allez dépenser moins et mieux. Donc vous allez être gagnant là-dessus. Et cet argent, bah, vous pouvez le mettre de côté
Vous pouvez l'utiliser pour développer des hobbies, des projets personnels, pour aider les vôtres, etc. Vous pouvez faire des choses plus intéressantes que de le dépenser, de le gaspiller. D'ailleurs, Warren Buffett disait, il dit quelque chose du genre, ceux qui dépensent leur argent dans des choses inutiles devront un jour ou l'autre vendre des choses utiles. Et ça, il n'a pas tort. Ouais. Donc, c'est très juste. Donc, déjà, ça vous libère de l'argent. Et quand vous avez de l'argent, ça vous permet après de. Bah, vous pouvez faire des. Vous pouvez acheter des choses. Vous pouvez investir dans des choses. Voilà, c'est des ressources. Et l'autre chose fondamentale, c'est du temps. Quand vous gaspillez un mois pour votre patron payer pour rien, bah, c'est un mois où vous pourriez faire autre chose. Déjà, vous pouvez vous reposer, parce que un mois sur une année, c'est beaucoup, c'est fatigant, c'est épuisant. Donc déjà, il faut prendre soin de soi, se reposer. Ensuite, bon, peut-être vous donner à vos loisirs, passer du temps avec ceux que vous aimez, etc. Et puis, ça vous libère du temps aussi pour apprendre. Apprendre, c'est fondamental pour progresser. C'est pas apprendre à l'école, etc. Non, non, non. C'est apprendre des compétences diverses qui vont vous aider. C'est si vous avez par exemple des centres d'intérêt, parce que tout le monde sait faire quelque chose un petit peu mieux que le voisin. Tout le monde. Tout le monde. Même dans des domaines où. Enfin, là, par exemple, vous avez une chaîne sur YouTube, là récemment, j'ai vu, c'est à mon avis un ancien ingénieur de la SNCF dans le domaine ferroviaire, il est passionné par le domaine ferroviaire, il s'est mis à faire des vidéos sur le sujet, sur l'histoire, etc. Voilà, il a fait sa chaîne YouTube et puis ça, apparemment ça marche pas mal. Et puis, alors j'imagine qu'il a peut-être son travail ou il est peut-être retraité, il a sa retraite là, mais ça lui permet d'avoir un complément de revenu. C'est-à-dire il monétise son hobby. C'est clair qu'il a dû investir, il faut acheter un peu de moyens, un peu de matériel, apprendre des compétences nouvelles, etc. Mais il a un truc qu'il adore, il le monétise. Vous êtes, même si vous êtes mère au foyer, oh, mais je ne sais rien faire. Si vous savez faire des choses, même si vous savez faire, oh, vous faites un goûter d'anniversaire pour les gamins, ils s'éclatent, c'est génial, tout le monde a adoré, etc. Bah, vous avez combien de parents qui faudrait faire un goûter d'anniversaire pour les enfants, mais qu'est-ce qu'on peut faire, on ne sait pas comment, etc. Bah, vous pouvez partager ça. Voilà, vous pouvez écrire des livres, vous pouvez faire des choses. Euh, Vous pouvez vous former aussi à l'investissement pour bien placer votre épargne et puis éviter de vous faire plumer par votre banquier. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Donc, quand vous avez, quand vous économisez des ressources matérielles, de l'argent, quand vous avez en plus du temps, bah, quand vous avez les deux choses ensemble, c'est génial. Parce que vous pouvez vraiment, comment dire, ça peut vous aider à vous sentir mieux, plus reposé, faites des choses qui vous plaisent davantage. Et puis, vous pouvez diversifier vos sources de revenus. Si vous vous formez à l'investissement, bah après, vous pouvez gérer vous-même votre portefeuille. Ça va vous faire un complément de revenu. Alors, au début, peut-être que oui, bon, ça va vous faire 100 euros par an, et puis peut-être après 200, 500, 1000. Hein. Bon, vous n'allez pas faire un milliard tout de suite, hein, ça, faut pas se leurrer. Hein, mais progressivement, bah, vous allez grappiller un petit peu comme ça. Au départ, voilà, au bout de 2 ans, tiens, j'arrive à financer déjà, par exemple, 2 mois de mon salaire. Ah bah c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, et puis, oui, vous pouvez développer des choses qui vous intéressent, écrire un livre sur quelque chose qui vous tente. Vous pouvez créer un club, vous pouvez donner des cours parce que vous avez du temps, des ressources, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez faire, si vous êtes un pro du bricolage, votre temps libre, vous pouvez faire du bricolage et puis facturer ça. Donc, vous diversifiez vos revenus. Donc, vous êtes, ça vous aide aussi à vous sécuriser face au chômage. Vous dépendez plus uniquement de votre salaire. Ça, c'est absolument fondamental. Et en plus, vous allez apprendre plein de choses à côté, parce que vous allez apprendre comment ça fonctionne, comment on écrit un bouquin, comment on fait une vidéo, comment présenter les choses, comment faire une facture, comment tenir une comptabilité. Voilà. C'est super intéressant. Donc, la frugalité, c'est quelque chose qui peut réellement être un levier dans votre vie personnelle. Alors, je ne parle pas de vie professionnelle personnelle. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font un distinguo entre les deux. Je ne le fais pas. Pour moi, il y a la vie tout court. Il y a le boulot et le personnel. Pour moi, c'est ensemble. Je mélange tout. Donc, voilà. Il y a plein de gens qui vont vous dire faut pas, etc. Ils ont peut-être raison. Enfin, bon, moi, je marche bien comme ça. Ça me va. Je suis heureux et ça donne de bons résultats. Bon.
Et ça, c'est fondamental parce que bah, vous allez prendre goût un peu plus à la vie. Que vous épuisez pour un patron qui ne va pas vous payer plus, vous allez faire quoi? Ça ne sert à rien, ça. Voilà. Donc, moi, je sais que ça a changé ma vie. Je connais des personnes autour de moi également, oui, ça a changé leur existence aussi. Et j'ai lu pas mal de livres, de récits personnels qui vont aussi dans ce sens-là. Donc, je ne suis pas une exception et personne devant toi ne sont pas des exceptions. C'est quelque chose qui a tendance à marcher. Avec YouTube, on va parler de plus en plus de personnes qui font des chaînes d'histoire, de tas de trucs, même sur du matériel agricole. Et il y a des tas de passionnés dans tous les domaines, c'est génial. Donc, il y a des choses à faire. Donc, ça peut changer sa vie plutôt que juste d'être un zombie qui se lève le matin, métro boulot dodo. Bah, le métro boulot dodo, si vous l'utilisez un peu plus astucieusement, etc., ça peut être le levier pour finalement développer ce qui vous tient à cœur. Euh, ça peut, vous allez vous faire plaisir et en plus, ça va vous aider comment dire, à prévenir le risque du chômage, à rendre l'impact, on va dire, moins douloureux.